Voilà. Salut à tous. Julia, je vais te mettre administrateur. Tac. Donc, tu peux partager ton document, Julia, on est bon. Donc, Ok. j'espère que vous allez bien, voilà, que vous profitez bien de vos vacances. Vous êtes encore en vacances. Mais voilà, ce que je vais vous demander, c'est d'arriver à bosser à peu près 4 heures par jour. Je vous ai mis une super introduction de toutes les matières et un premier cours de BioC de Kadiran. Donc, vraiment à écouter impérativement. Et je vous laisse avec Julia pour le premier cours en introduction en histoire du médicament. OK? Juste à partir d'aujourd'hui, les matières les plus difficiles que vous allez avoir, c'est la biocé et l'anatomie. C'est tout. Le reste, ce sera facile à gérer, ne vous inquiétez pas. OK? Et la biocé, je veux que tous les jours, vous en fassiez 1 heure et demie. Tous les jours, jusqu'à ce que mort s'en suive. Allez, bon courage. Julia, tu peux partager ton document? Oui, est-ce que vous le voyez là? Ouais, parfait, on voit tout. C'est tout bon. Il faut juste que tu mettes en diapo et c'est parfait. Ouais, Allez, bon cours à tous. Ah, c'est bon. Puis, Julia, s'il y a des gens qui sont dans la salle d'attente, tu peux les accepter. Merci. Ouais, je regarderai de temps en temps. Ok. Bah, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances comme l'a dit Dan. Donc on va commencer par un petit cours d'histoire du médicament. Vous verrez, c'est pas très compliqué, pas très technique, hein, c'est de la culture générale. Si vous avez des questions, interrompez-moi, hein, n'hésitez pas. Donc on va commencer après. À voir si vous avez des questions. Je sais pas si vous avez des questions sur l'organisation du semestre en général ou quoi. Ça peut être le moment. Et après, on y va. Bon, on va commencer du coup. Bon, c'est bien, on n'est pas beaucoup, c'est presque un cours particulier. Donc, voilà. Donc, vous verrez dans ce cours, on va parler d'histoire du médicament. On présentera les premiers ouvrages, les ancêtres du Vidal, entre guillemets. Puis après, on parlera de quelques acteurs importants dans l'histoire. Je vous ai mis des exemples d'annales à la fin, parce que vous verrez qu'il fait globalement le même style de questions. Ça reste sympathique pour ça. Donc, on va commencer par ça, la pharmacopée de Sumer. Je sais pas comment ça se prononce, mais c'est pas grave. Donc, déjà, le plus important, c'est de définir le terme pharmacopée, parce que vous verrez que vous le retrouverez souvent dans CTUE et dans l'aspect 13 pour ceux qui le feront. Donc, la pharmacopée, c'est un ouvrage qui décrit les matières premières nécessaires à la fabrication des médicaments, ainsi que l'art de les fabriquer. Donc, en quelque sorte, c'est un livre de cuisine des médicaments. Donc, pour fabriquer du Doliprane, il vous faudra ceci, cela, les matières premières, et on fera comme ci, comme ça, avec l'art de les fabriquer. Voilà, une sorte de livre de recettes de médicaments. Donc, la première de ce genre, c'est celle-ci, celle de Sumer. Elle vient de Mésopotamie. Elle a été écrite au 3e millénaire avant Jésus-Christ, donc il y a très très longtemps. Elle a été découverte dans les ruines de Nippur. Elle est conservée au musée de Philadelphie. Et comme vous le voyez, c'est une tablette en argile sur laquelle on a gravé les matières premières nécessaires à la fabrication des médicaments et l'art de les fabriquer. Les matières premières, ils en ont évoqué une douzaine. Je vous ai mis je vous ai mis dans le cours en lui-même, il y a les exemples. Pareil pour les méthodes de fabrication, il y a les explications de chacune des méthodes, si vous voulez les lire. Mais je ne pense pas que ce soit c'est pas le plus important du cours, en fait. Donc voilà. Les méthodes de fabrication, décoction, filtration, onguent et savon. Attendez, j'ai... Voilà. Donc voilà, on a fini pour cette première partie sur la pharmacopée de Sumer. Dans le même esprit, on a le papyrus d'Hébert. Donc pour ne pas vous mélanger les pinceaux entre les informations du papyrus et les informations de la pharmacopée, parce que le prof il aime bien faire ça quand il fait des items, il vous dit par exemple à propos de la pharmacopée et il vous fera des items qui concernent la pharmacopée et des items qui concernent le papyrus. Donc il ne faut pas se mélanger. Moi pour retenir, je me disais que le papyrus, vous le savez peut-être déjà, ou pas, je vais vous l'apprendre, ça vient d'Égypte, le papyrus. Donc le papyrus, il a été écrit en Égypte, à Thèbes, qui est une ville d'Égypte. Et où est-ce qu'il a été découvert? Dans une pyramide. Pyramide, ça fait vachement penser à l'Égypte quand même. Donc voilà, il a été écrit à Thèbes, en Égypte. Voilà, à Thèbes, en Égypte, en 1600 avant Jésus-Christ. Et il a été découvert dans une pyramide à Luxor. Voilà. Donc si on vous parle d'Égypte, c'est le papyrus, et sinon, c'est l'autre. Pareil, papyrus. Donc vous savez que le papyrus d'Hébert, il a été écrit
sur un papyrus. Donc, celui qui a été écrit sur une tablette en argile, c'est la pharmacopée. Donc voilà. L'Égypte et le papyrus, comme son nom l'indique, c'est le papyrus. Et le reste, c'est la pharmacopée. Enfin bref, c'était le moyen que j'avais pour me souvenir, pour pas se mélanger les pinceaux. Donc voilà. Le papyrus d'Hébert, c'est l'un des plus anciens traités médicaux. Donc on a déjà des références à différentes disciplines médicales, la dermato, l'ophtalmo, la gynéco, la gastroentérologie. Et lui, par contre, il cite 700 noms de drogues et de préparations. La pharmacopée, elle en citait une douzaine. Il en a 700. Et pareil, on peut dire que lui, il est plus ancien. Donc forcément, ils avaient moins de connaissances que là. Comme il est plus ancien, il évoque moins de choses que celui-là, où ils ont eu le temps de découvrir maintes et maintes choses en 2000 ans quand même. Donc voilà, il parle de sédatifs, de purgatifs, de cardiotoniques, de diurétiques, donc c'est des types de drogues. Et pareil, dans ce cours, quand on parle de drogue, on ne parle pas de cannabis ou quoi, c'est des médicaments, les drogues. C'est les molécules ou mélanges de molécules qui permettent de traiter les maladies. Est-ce que vous avez des questions sur ces deux premiers... sur ces deux premières parties? Non. On va parler maintenant des acteurs importants dans l'histoire. Est-ce que vous en connaissez certains? Est-ce que vous connaissez certains personnages qui ont marqué un peu l'histoire du médicament ou la médecine en général? N'hésitez pas à écrire ou à prendre votre micro pour en citer, s'il y en a qui vous viennent. Non? On va commencer par le premier, alors, s'il n'y a rien qui vous vient à l'esprit. C'est Aristote. Bon, voilà. Pareil, pour cette partie, le prof fait la même chose. À propos de Aristote, quels items sont vrais, et il vous mettra des items qui parlent d'Aristote et des items qui parleront des autres personnages. Donc voilà, il faut connaître les informations personnage par personnage. Vous pouvez vous faire, je sais pas, des petites fiches, par exemple, une fiche ou un flashcard par personnage, et comme ça, vous voyez, vous ne mélangez pas les pinceaux. Mais voilà. Donc Aristote, il est grec, c'était le 4e siècle avant Jésus-Christ. Les dates, globalement, il n'insiste pas trop. Donc, à voir pour les apprendre, mais globalement, ça tombe pas. Donc voilà, Aristote, philosophe grec, il avait une approche logique de description des symptômes. C'est-à-dire que la religion, lui, il voulait pas en entendre parler. Lui, c'était ce qu'il voyait, il le croyait. C'était une approche logique, méthodique, pardon. Mais par contre, tout ce qui était méthode empirique ou religieux, il appréciait pas trop. Il s'attaquait même aux prêtres, aux croyances non fondées sur la logique et l'observation. Lui, ce qui primait pour lui, c'était la logique, l'observation. La religion, il n'aimait pas trop. D'ailleurs, il a disséqué de nombreux animaux pour étoffer ses connaissances. Donc voilà. Dioscoride, lui, c'est le père de la pharmacognosie, donc le père de la connaissance des drogues. Il a de ce fait écrit un ouvrage médical qui parle de ces drogues. C'est une liste des plantes usuelles et des moyens de les conserver. Ça, très important à retenir. Dioscoride, père de la pharmacognosie, a écrit Materia Medica. Après, il était chirurgien de l'armée de Néron, il a effectué de nombreux voyages, ça, c'est moins important. Mais le plus important à retenir sur lui, c'est que c'est le père de la pharmacognosie et qu'il a écrit Materia Medica. Voilà, le prof il aime bien mélanger, vous parlez de pharmacognosie et de Materia Medica avec d'autres personnages, mais c'est bien Dioscoride. Le troisième, c'est Hippocrate. Vous avez sûrement entendu parler d'Hippocrate pour le serment d'Hippocrate, mais il n'a pas fait que ça, notamment, et on va en parler. Mais c'est pas la seule chose. Déjà, Hippocrate, il appartenait à la famille des Asclépiades, c'est une famille de prêtres médecins. Donc, il était médecin. Sa famille, c'était des prêtres, mais lui, par contre, il se détache des croyances du sacré. Comme Aristote, il préfère se détacher de ça. Il était médecin et pharmacien, et il a créé les écoles de médecins, avec ce qui va avec, le serment d'Hippocrate que vous connaissez, etc. Il a défini l'éthique médicale, le fameux serment, et pour lui, c'est comme pour Aristote, l'observation, c'est fondamental. Tout ce qui est divin, il y croit pas tellement. Toutes les maladies, pour lui, c'est naturel et pas divin. Donc voilà, Aristote et Hippocrate, ils se détachent
totalement de la religion, du sacré et de ce qui est divin. Il a repris les hypothèses des philosophes naturalistes. Pour lui, il y avait 4 éléments fondamentaux, feu, eau, terre, air, voilà, qui correspondaient chacun à un caractère du corps humain. Chaud, froid, sec, humide. Et ça, vous verrez qu'on en reparlera dans la partie d'après avec Galien, qui reprendra cette théorie. Et Hippocrate, information pareil, importante à retenir, c'est le premier à distinguer usage interne et usage externe. Donc, premier à distinguer les médicaments qu'on met sur sa peau, usage externe, et les médicaments qu'on rentre à l'intérieur de soi, usage interne. Ça tombe beaucoup, cette information. C'est le premier à distinguer usage interne et externe. Voilà. Un résumé Hippocrate. Comme Aristote, il se détache des croyances et du sacré, il crée les écoles, il définit l'éthique, et il distingue usage interne et usage externe. Ensuite, le dernier personnage de cette lignée, après vous verrez qu'on parlera de choses un peu plus générales, mais là, le dernier, c'est Galien, que vous connaissez peut-être par rapport à la prépa à cours Galien. Enfin, bref, Galien, qui était un médecin grec, donc médecin comme Hippocrate, un médecin grec, mais qui préparait aussi des médicaments. Un médecin mais qui touche un peu à tout. Il a défini, comme son nom l'indique, la pharmacie galénique. Galénique, Galien. Pareil, ça se tombe souvent, il vous parle de pharmacie galénique avec d'autres personnages, mais il suffit de reconnaître que galénique, ça vient de Galien, et normalement, il n'y a pas de faute à faire. Donc, voilà. La pharmacie galénique, il a la science de la préparation des médicaments. Et il enseigne la notion d'excipient. Donc, les excipients, c'est les ingrédients du médicament autres que le principe actif. Voilà, donc lui, il est c'est médecin, mais il touche vachement aux médicaments à la pharmacie. Pharmacie galénique, excipient. Et il invente de nombreuses formes pharmaceutiques. Donc voilà. Galien, il est médecin, mais quand ça parle de pharmacie, ça parle de Galien normalement. Voilà. Les formes pilule, pommade, emplâtre. Et lui, il dit que c'est la dose qui fait la différence et qu'il n'y a jamais de prise de médicaments sans risque. Donc, normalement, c'est des principes assez modernes. Globalement, vous doutez bien que si on prend 1 mg de Doliprane, ça fera moins d'effet que vous en prenez 1 g. Et idem, il n'y a jamais de prise de médicaments sans risque. Si vous lisez la liste d'effets secondaires des médicaments, vous voyez qu'il y en a toujours. Et pareil, il dissèque des animaux comme Aristote. Voilà. Et Galien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure quand on parlait d'Hippocrate, il a repris les notions d'Hippocrate. Donc, vous vous rappelez, Hippocrate, il avait défini 4 éléments fondamentaux associés à 4 caractères du corps humain. Et Galien, il a relié cela à 4 humeurs, elles-mêmes reliées à 4 tempéraments. Donc les éléments, c'est eau, feu, terre, eau. Les qualités physiques, froid, chaud, sec, humide. Et ça, c'est relié à 4 humeurs, sang, bile, atrabile, pituite, qui elles-mêmes sont reliées à 4 tempéraments, sanguin, colérique, mélancolique, phlegmatique. Voilà. C'est peut-être le moins évident du cours à apprendre, on va dire. Mais voilà, à force de lire, vous retiendrez déjà sanguin, sang, ça va ensemble, c'est facile à retenir. Après, mélancolique, atrabile, colérique, bile, phlegmatique, pituite. Je vous ai mis les définitions à côté, qui sont dans le cours. Et pareil là, pour vous rappeler, le sang, c'est associé au cœur, la bile au foie. La pituite, que vous connaissez probablement pas, c'est les mucosités de l'estomac et des bronches. Et la trabile, c'est la bile altérée. Ça, je crois que le prof l'a fait tomber une année, il y a longtemps. Ça fait longtemps que c'est pas retombé. Après, est-ce que si ça fait longtemps, ça veut dire que ça retombera pas, ou au contraire, est-ce que ça veut dire que ça retombera? Je sais pas, mais globalement, récemment, c'était pas trop le cas, mais sait-on jamais. Donc voilà, les 4 éléments d'Hippocrate, eau, terre, oula, eau, terre, air, feu, avec 4 caractères, chaud, froid, sec, humide, 4 humeurs, sang, bile, atrabile, pituite, et 4 tempéraments, sanguin, colérique, mélancolique et phlegmatique. C'est un coup à prendre, mais vous verrez ça, vous arriverez à les retenir. Donc là, on a parlé globalement de tout ce qui était Antiquité, il y a très longtemps. Bon, on va rester un peu sur ça, mais avec les moines, puis les influences arabes et les apothicaires, et après on aura fini. Hein. C'est un cours globalement rapide.
Donc l'influence des moines, le principal c'est Cassiodore, voilà, 490-585. Il incite les moines à recopier les médecins grecs et romains de l'Antiquité, notamment les fameux Galien et Dioscoride qu'on a vu tout à l'heure. Il les invite à reconnaître la flore et à cultiver des plantes. Cette partie, c'est pas la plus importante, hein. J'ai rien mis en gras parce que, ouais, vaut mieux apprendre, on sait jamais. Mais voilà, ça tombe vachement moins que ce genre de choses. Voilà, dès l'an 151 à Paris, blablabla, accueil des pauvres et des malades, à la charge du clergé, bon, un peu berbant. Ensuite, les influences arabes. Eux, ils nous ont apporté la distillation et l'alchimie. Pareil, vous avez les définitions dans le cours, donc la distillation, l'alchimie. Et les deux grandes figures de ces influences, c'est Avicenne et Avenzoar. Pareil, c'est très facile de faire des pièges en mélangeant les informations de l'un et de l'autre, donc comme pour tous les autres. Apprendre personnage par personnage, ne pas se mélanger. Mais de toute façon, ce semestre dure longtemps, donc vous aurez le temps de revoir ces informations et de les assimiler. Ne vous inquiétez pas. Avicenne, il a permis d'universaliser des connaissances. On retrouve encore nos fameux Hippocrate et Galien, dont il a traduit les ouvrages, comme les moines, avec Galien et Dioscoride, qui les recopiaient. Les moines, il les a recopiés. Avicenne, il les a traduits pour permettre à ceux qui ne parlaient pas grec, ou oui, grec, de d'avoir accès à ces connaissances importantes. Donc, voilà. Merci à Avicenne qui a permis l'universalité des connaissances. Il a établi la relation entre le psychique, ce qui se passe dans la tête, et les affections physiques, les maladies. Il a mis en lumière la nature contagieuse de la tuberculose et il a étudié des maladies vénériennes, donc sexuellement transmissibles, et dermatologiques. Lui, il était perse. Voilà. Ensuite, le second personnage, c'est Avenzoar, qui était sévillan. Il a écrit le manuel pratique des traitements et des régimes. Donc lui, c'était il pratiquait sur des chèvres, puis sur des humains, et il nous a raconté ça dans un petit livre. Voilà, il s'essayait la trachéotomie au son œsophagienne. Voilà, lui, c'est vraiment la pratique qui primait sur la théorie. Donc, voilà. Quand ça parle de pratique, c'est Avenzoar. Alors qu'Avicenne, lui, c'était plutôt les connaissances, le théorique, même s'il a quand même étudié des maladies. Ensuite, dernière petite partie sur les apothicaires. Voilà, on fera ça. Puis après, je vous mettrai des petites questions pour voir ce que vous avez un petit peu retenu. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions à m'interrompre. Donc les apothicaires, ça c'est un peu chiant à apprendre, les noms, les dates, mais pareil, avec le temps ça rentre. Puis vous pouvez faire des petits flashcards un peu comme ça, le recto, verso. Et voilà, vous inquiétez pas. Au début ça fait forcément peur de voir ce genre de choses, mais finalement ce ne sera pas le plus compliqué à retenir. Donc les apothicaires, leur petite histoire, elle commence avec Louis IX en 1258, qui donne un statut officiel à cette profession qui a l'exclusivité de la préparation et de la vente des médicaments. Parce qu'il y avait un peu des histoires à cette époque entre les apothicaires et les épiciers. Donc lui, il a dit, c'est bon, arrêtez de vous embrouiller, je sépare les apothicaires des épiciers, comme ça c'est réglé. Et donc les apothicaires, eux, ils avaient 10 ans d'études. Voilà, c'est peut-être mal formulé, mais oui. C'est pas les épiciers, c'est bien les apothicaires qui avaient 2 ans d'études à faire. Donc les apothicaires, c'est un peu les ancêtres des pharmaciens, si on veut. Voilà. Grâce à Louis IX, ils ont l'exclusivité de la préparation et de la vente des médicaments, qui auparavant étaient partagés avec les épiciers, mais ça avait fait un peu des embrouilles. Par la suite, on a Charles VIII en 1484 qui continue à étoffer les responsabilités des apothicaires et qui leur confie les poids et mesures. Donc ça confirme ce que Louis IX avait fait quelques années auparavant, c'est-à-dire que les apothicaires, ils ont des privilèges sur la vente de certaines drogues, avec un S, interdites aux épiciers. Lui, il ne fait que confirmer ce qu'avait fait Louis IX en leur confiant en plus les poids et mesures pour les conforter dans leurs responsabilités. Louis IX, exclusivité de la préparation et de la vente des médicaments aux apothicaires, parce qu'avant, il y avait aussi les épiciers, mais ça avait fait des tensions. Charles VIII, il confirme ça en leur donnant les poids et mesures. Ensuite, on a Henri III,
qui débarque en 1640 et qui décide de codifier la préparation des médicaments. Parce qu'il n'y avait pas réellement de texte, entre guillemets, de loi ou quoi qui disait pour préparer ce médicament, il faut faire ceci, cela, comme ci, comme ça. Du coup, si tu allais voir un médecin différent, il faisait différemment. Enfin, tu n'avais pas une recette unique pour un médicament. Donc, c'était compliqué. Donc, Henri III, il a dit on codifie tout ça, une recette, un médicament. Et il a redonné de rédiger le Codex royal. C'est un ouvrage où sont consignées toutes les préparations redonnées par les médecins de Paris. Voilà. Pour ne pas que chacun des médecins ou des apothicaires fasse différemment, comme ça il y a vraiment une uniformité sur les drogues et les préparations. Donc ce codex en 1640, il est terminé, mais il n'est pas reconnu. Il faut attendre 1818 pour avoir un vrai ouvrage qui fait foi, la pharmacopée, dont on a parlé au tout début, si vous vous rappelez bien, la pharmacopée de Sumer. Donc la pharmacopée, qui est l'ouvrage qui réunit les matières premières nécessaires à la préparation des médicaments, ainsi que l'art de les fabriquer. Voilà. 1818, c'est la première édition de la pharmacopée qui est terminée pour de vrai. Donc depuis, on a eu 9 autres, peut-être plus, enfin peut-être une de plus. Enfin bref, vu que généralement c'est... Oula. Oui, donc 9 autres éditions, il y aura des cours qui vous parleront d'autres chiffres, mais voilà. Soit vous retenez cours par cours, soit vous retenez rien du tout, mais voilà. Dans ce cours, il y a jusqu'à une 9 autres éditions depuis. Et oui, donc je disais que peut-être que ce chiffre aura changé cette année s'il y a eu une nouvelle version depuis. Donc ça, c'est à l'échelle nationale. À l'échelle européenne, on a aussi une pharmacopée. Elle date de 1968. Et au plan international, on a aussi harmonisé cette préparation des médicaments depuis 1993. Donc pour ces diapos, on retient que Louis IX, en 1258, il a donné l'exclusivité de la préparation et de la vente des médicaments aux apothicaires. Il n'y avait qu'eux qui pouvaient se charger des médicaments, alors qu'avant, il y avait aussi les épiciers, mais ça avait créé des tensions. Charles VIII, 200 ans plus tard, il confirme ça en leur confiant les poids et mesures en plus, pour confirmer leurs privilèges. Henri III, en 1640, il en a marre que les apothicaires et les médecins fassent différemment pour un même produit. Donc il dit on fait le codex royal pour unifier un peu la préparation des médicaments. C'est pas reconnu. Il faut attendre 1818 pour avoir une première vraie édition de la pharmacopée française. Et depuis, il y en a eu une européenne en 1968 et une harmonisation internationale depuis 1993. Donc on poursuit et on termine même avec nos petits apothicaires, avec Louis XIV. Louis XIV, il introduit le principe d'ordonnance grâce à un concordat, une espèce de texte de loi. Il l'affirme, il ordonne qu'un apothicaire ne peut préparer un médicament que s'il est prescrit par un médecin sur une ordonnance. Voilà, donc c'est ce fameux document qu'on utilise encore, c'est Louis XIV qui l'a introduit. Louis XIV, il a aussi introduit dans la foulée l'ordonnancier. Voilà, l'ordonnancier Louis XIV. Parce qu'il y avait eu un problème à la cour, c'était l'affaire des poisons. Il y avait les gens qui mouraient un par un à cause de poisons. Donc Louis XIV, il a dit on fait un ordonnancier qui consigne le nom et l'adresse des acheteurs de produits toxiques. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui meurt d'un poison, on retrouve facilement le coupable grâce à ce fameux document, l'ordonnancier. Louis XIV, l'ordonnancier à cause des poisons. Et en 1777, on a Louis XVI, cette fois, qui crée le collège de pharmacie, qui marque l'indépendance entre la pharmacie et la médecine. Voilà, les pharmaciens, ils sont formés dans un endroit indépendant des médecins. On a le collège de pharmacie, la faculté de médecine. Donc, je refais un petit tour sur les apothicaires. Louis IX, qui donne l'exclusivité des médicaments aux apothicaires, les épiciers, c'est fini. Charles VIII, il confirme ça en leur confiant en plus les poids et mesures. Henri III, il veut uniformiser
la préparation des médicaments grâce à un codex. C'est reconnu pour de vrai en 1818 en France avec la pharmacopée. Depuis, on a une édition européenne et internationale. Ensuite, on a Louis XIV qui fait une obsession sur les ordonnances et l'ordonnancier. Voilà, lui, les papiers, ordonnance, ordonnancier, à cause des gens qui mourraient un par un. Donc, on veut retrouver les coupables facilement grâce à l'ordonnancier. Et 1777, Louis XVI, cette fois, qui marque l'indépendance entre pharmacie et médecine pour les études. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe aux petits exemples? J'ai mis deux annales et une question que j'ai créée pour que vous voyez un peu à quoi vous attendre le jour du concours. Bon, si vous n'avez pas de questions, on passe à la question. Donc voilà, concernant Galien, quelles sont les réponses exactes? Ça, c'est une annale, je crois que c'est il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Galien, est-ce que c'était un médecin grec? Il a défini l'éthique médicale, il a écrit l'ouvrage Materia Medica, il est à l'origine de la pharmacie galénique, il reprend la théorie des humeurs énoncée par Hippocrate. Donc déjà, est-ce que la A est vraie selon vous? Vous pouvez répondre, il n'y a pas de problème. S'en fiche si vous dites vrai ou faux, peu importe. Donc c'est vrai, Galien était un médecin grec. Donc la A est vraie. Il définit l'éthique médicale. Est-ce que c'est vrai? Non. L'éthique médicale, c'est Hippocrate. Rappelez-vous, l'éthique médicale, c'est lié au serment d'Hippocrate, qui, comme son nom l'indique, vient d'Hippocrate. Il a écrit l'ouvrage Materia Medica. C'est faux. Exactement. Tu te rappelles qui c'est qui l'a écrit? Disco, je sais pas quoi, il y avait un disco dedans. Oui, c'est ça, c'est Dioscoride qui a écrit l'ouvrage Materia Medica. Donc l'éthique, c'est Hippocrate, Materia Medica, Dioscoride. Il a l'origine de la science de la préparation des médicaments, la pharmacie galénique. Donc, comme je vous avais dit, galénique, galien, c'est la même racine, donc c'est le même personnage. Il ne faut pas chercher plus loin. Donc c'est vrai. Et l'AE, il reprend la théorie des humeurs énoncée par Hippocrate. Est-ce que c'est vrai? Eh bien oui, c'est vrai aussi. Donc les réponses vraies, Galien, c'est un médecin grec. Il est à l'origine de la pharmacie galénique et il a repris la théorie des humeurs énoncée par Hippocrate. Par contre, l'éthique médicale, c'est Hippocrate. Materia Medica, c'est Dioscoride. On continue avec Hippocrate et après il restera une question et on aura fini. Donc, Hippocrate, est-ce qu'il est à l'origine de la pharmacie galénique? Bah non. Voilà, galénique, c'est Galien, tout simplement. Ça, pareil, c'est une annale 2020, je dirais, je sais plus, mais il n'y a pas longtemps. Donc voilà, galénique, c'est Galien, c'est pas Hippocrate. L'éthique médicale, est-ce que c'est Hippocrate? Oui, l'éthique médicale, c'est Hippocrate. Hippocrate définit l'éthique médicale avec son fameux serment d'Hippocrate. Ensuite, l'ouvrage Materia Medica, qu'on a vu juste avant, on avait dit que c'était Dioscoride. Donc vous voyez que le prof reprend globalement les mêmes items en fait. On a quand même 3 items en commun avec l'année d'avant. Donc voilà. Materia Medica, c'est Dioscoride. Pharmacie galénique, c'est Galien. Il a su se détacher des croyances et du sacré. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai aussi. Comme Aristote, il se détache des croyances et du sacré. Eux, ils croient que ce qu'ils voient, en quelque sorte, c'est vraiment l'observation, la logique. Et d'ailleurs, Hippocrate, il a créé les écoles de médecins et il n'enseignait pas dans des temples. Il a vraiment séparé ça de la religion.
Et enfin, est-ce que Hippocrate s'est référé aux hypothèses des philosophes naturalistes pour faire correspondre 4 éléments fondamentaux de la nature et 4 caractères du corps humain? Eh bien oui, c'est vrai. Et on a vu que Galien avait repris l'idée d'Hippocrate en y associant 4 humeurs et 4 tempéraments. Donc, éléments et caractères, c'est Hippocrate. Galien, il reprend cette idée en y associant 4 humeurs et 4 tempéraments que l'on a vu juste ici. Donc, tempérament sanguin, c'est l'humeur du sang. Tempérament colérique, l'humeur bile. Tempérament mélancolique, humeur atrabile. Tempérament flegmatique, humeur pitute. Et la dernière, celle-ci, c'est de moi. Mais ça s'inspire de ce dont je me souviens de l'annale de l'année dernière, que vous aurez il n'y a pas longtemps. Parce que le prof, depuis plusieurs années, il faisait tomber que les personnages, donc Galien, Hippocrate, Hippocrate, Galien. Il alternait entre les deux. Mais l'année dernière, il a un peu innové. Et il nous a fait tomber la pharmacopée ou le papyrus, je sais plus, mais l'un des deux. Donc voilà, faire attention. Les annales, c'est bien, mais de toute façon, ça reste toujours dans le même esprit, hein. Il vous donne une thématique et vous fait des pièges avec avec l'autre partie du cours. Donc, la pharmacopée de Sumer. Pharmacopée. Est-ce qu'elle a été écrite à Thèbes, qui est en Égypte, je le rappelle? Non. Non, voilà, parce que si vous vous souvenez ce que je dis, l'Égypte, c'est le papyrus. Le papyrus, ça vient d'Égypte, donc quand on parle d'Égypte, c'est papyrus. Thèbes, c'était en Égypte, donc le papyrus, il a été écrit à Thèbes en Égypte. Il a été découvert dans la pyramide de Luxor, alors que la pharmacopée, elle a été écrite en Mésopotamie. Est-ce que la pharmacopée a été écrite sur une tablette d'argile? C'est vrai? Oui, c'est vrai. La pharmacopée, c'est la tablette d'argile, alors que le papyrus d'Hébert, ben, ça a été écrit sur un papyrus, comme son nom l'indique. Donc voilà, vous pouvez faire globalement par élimination pour vous souvenir. Est-ce que la pharmacopée de Sumer a été découverte dans une pyramide à Luxor? Je vous ai un peu spoilé tout à l'heure. Du coup, non. Pyramide, c'est l'Égypte, c'est le papyrus. Notre pharmacopée, si je me souviens bien, elle a été découverte dans les ruines de Nippur. Voilà. Est-ce que notre pharmacopée est conservée au musée de Philadelphie? Eh bien oui, elle est conservée au musée de Philadelphie. Voilà, c'est une information comme ça. Et oui, ça vous parle pas d'Égypte, donc c'est la pharmacopée. C'est peut-être un peu général, mais voilà. Donc, la pharmacopée, écrite non pas à Thèbes, mais en Mésopotamie, écrite sur une tablette d'argile, découverte dans les ruines de Nippur, et non pas dans une pyramide, et elle est bien conservée à Philadelphie. Dernière petite question, est-ce qu'elle fait référence à une douzaine de remèdes? C'est vrai? Oui, c'est vrai, c'est ça. On a la pharmacopée qui évoque une douzaine de remèdes et 4 méthodes de préparation. Et on a le papyrus qui a été écrit plus tard, donc qui parle de plus de choses, vu que le temps s'est écoulé, qu'on a pu faire des découvertes. Le papyrus, lui, on est sur 700 noms de préparation et méthodes. La pharmacopée, c'est plus ancien, donc on n'a que 12 remèdes. C'est pas l'Égypte, la pharmacopée, donc ça est écrit en Mésopotamie, sur une tablette d'argile, découvert dans les ruines de Nippur, conservé à Philadelphie, alors que le papyrus a été écrit à Thèbes en Égypte, sur un papyrus, découvert dans une pyramide, et évoque 700 remèdes. Donc, ouais. Là, vous avez la correction détaillée. Et j'ai fini. Donc, est-ce que vous avez des questions sur le cours, sur le semestre en général? N'importe quoi qui vous passe par la tête.
Non, bah, je vais vous envoyer le diapo et le... Est-ce que vous avez le cours en PDF ou pas? Pour savoir si je vous l'envoie. Bon, je vous l'enverrai, on sait jamais. Mais oui, voilà, pensez bien que vous êtes encore en vacances, donc c'est la pré-rentrée, certes, travaillez un petit peu, si le cœur vous en dit, quand le cœur vous en dit, faites-en un peu, c'est toujours ça, mais c'est les vacances quand même. Profitez bien et bon courage pour votre prise et bonne journée à vous. Merci.